C'est la deuxième partie de l'émission Le Monde en 7, toujours avec mes trois invités, Samir Ourosama, Kosigan à côté et Yahweh Klonokounou. On va consacrer donc cette deuxième partie au Togo. Et les élections législatives et régionales, elles se sont tenues le 29 avril dernier. Élections donc dont les résultats ou les tendances sont en train d'être communiquées par la Commission électorale nationale indépendante. Le moins que l'on puisse dire pour le moment, c'est que l'Union pour la République, le parti au pouvoir, se taille même plus que la part du lion. Les résultats provisoires seront donnés certainement dans les prochains jours. Mais on va parler donc des leçons de ce jour de vote. Yao Eklonukunu, vous êtes le président du Ton de la jeunesse patriotique, donc c'est un mouvement de la société civile et je suis certain que la tenue de ces élections, ce double scrutin n'est pas... Vous avez eu un œil là-dessus. Ce que beaucoup ont pu noter, c'est le caractère pacifique de cette élection. Est-ce qu'il y avait une quelconque crainte? Parce que depuis 2007, dire que le Togo organise des élections pacifiques, c'est tout à fait normal. Ben, écoutez, M. Samuel, bon, c'est vrai que le caractère pacifique, c'est un élément, mais ce n'est pas le caractère pacifique qui soit la finalité, qui soit... c'est tout l'ensemble de la pacificité, la transparence, l'équité, la vérité des urnes, c'est tout ça qui forme l'idéal, dont je dois dire qui reflète notre image, selon moi. Comme je l'ai toujours dit, les auditions sont une période où les regards sont braqués sur les pays et donc la nature des résultats, des conditions dans lesquelles ces élections se sont déroulées, c'est ça qui affiche, qui reflète et notre véritable capacité. Alors donc, alors pour ce qui concerne les élections, elles se sont déroulées dans des conditions relativement, que dis-je, dans des conditions relativement calmes. Mais il n'y a pas que le caractère pacifique, il faut qu'elle soit vraiment transparente, équitable et que le réel choix des populations et que les règles qui régissent le caractère transparent des élections soient vraiment épousées par tous les acteurs et surtout par ceux qui conduisent, ceux qui sont en charge de conduire ces élections. Il faut que ces règles-là soient vraiment épousées, respectées, parce que notre image, notre valorisation en dépend. Samir Ourosama parlait d'élections sans incident. Il y avait des craintes? Non, je pense véritablement que au cours de ces 10-15 dernières années, nous avons fait une progression en termes de préparatifs des processus électoraux. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est-à-dire que quand vous regardez par le passé ce qui se faisait, et par rapport à ce qui a été fait aujourd'hui, je pense qu'il faudrait saluer l'esprit patriotique et citoyen des différents acteurs politiques, mais notamment une certaine volonté manifeste du gouvernement de faire en sorte que toutes les conditions soient réunies pour qu'on aille à un scrutin, non seulement un scrutin pacifique, mais également un scrutin transparent, avec une certaine représentativité équitable de tous les acteurs qui sont impliqués dans le processus électoral. Alors, le premier élément à souligner, c'est que vous vous rendrez compte que pour pouvoir préparer ce scrutin, l'État a pensé à mettre en place ce qu'on appelle le cadre permanent de concertation. C'est-à-dire que tous les problèmes liés au scrutin, toutes les revendications, toutes les inquiétudes, toutes les craintes des différents acteurs politiques, que ce soit de l'opposition ou comment l'appelle-t-on, du parti au pouvoir, ou même des indépendants, tous ces éléments-là ont été débattus au niveau donc du cadre permanent de concertation, et tous ces sujets de discussion ont été ont été transformés en recommandations qui ont été adressées au gouvernement, et avec l'impulsion donnée par le chef de l'État, tout a été mis en œuvre pour que le code électoral soit modifié, pour que cela puisse prendre en compte un certain nombre de choses, mais également des éléments d'assurance, des éléments
de pacification donc de l'espace civique soit apportée pour que les différentes étapes du processus se déroulent dans de bonnes conditions. Donc pour moi, contrairement à ce que nous avons vécu par exemple en 2018 à la suite donc des manifestations politiques de 2017 où il y avait une crainte de violence, il y avait une certaine peur des différentes populations. Donc vous avez vu à l'époque le jour du scrutin, il y avait un silence radio en ville. Vous avez des militaires qui faisaient la ronde un peu partout parce que certains opposants à l'époque ont promis feu et flamme sur le pays, comme quoi les élections n'allaient pas se tenir. Mais cette fois-ci, vous avez vu les citoyens sont sortis. Après le vote, chacun est parti se vaquer à son activité et tout ça là. Donc je pense que toutes les conditions, contrairement à ce que les gens peuvent penser, et je pense que c'est ça aussi la richesse de notre démocratie. C'est ça aussi la beauté donc de la démocratie que nous sommes en train de construire. Permettre à ce qu'il y ait des voix divergentes, permettre à ce qu'il y ait des opinions divergentes par rapport à un certain processus en cours. Et cela permet de corriger les différentes défaillances, les différentes déficits. Kosiga Akwete, ce calme qu'on a obtenu, est-ce que il faut saluer juste la maturité des acteurs politiques? Oui, il faut saluer la maturité des acteurs politiques et surtout l'ouverture dont a fait preuve le gouvernement, où le gouvernement donnait des chances équitables à tous les candidats. Et c'est pourquoi il y a eu même des candidatures multiples, venues de tout horizon. Vous allez constater qu'il y a des candidatures des indépendants, il y a des candidatures des associations, il y a des candidatures des partis politiques, traditionnels ou nouveaux. Alors, c'était un scrutin équitable, transparent. Transparent, c'est pas ce que dit une certaine opposition. Transparent. Il y a une certaine opposition qui parle de fraude massive. Vous savez, même en football, il y a des mauvais perdants. Ça, c'est sûr. Hein. Même en jeu à Wallet, il y a de mauvais perdants. C'est quoi le à Wallet? Je connais, je sais. Comme on le dit, il y a de mauvais perdants. Pour une fois au Togo, j'ai suivi ces élections depuis la préparation jusqu'au jour du scrutin, jusqu'alors, je dis, il y a même des acteurs qui ont même perdu. D'autres ont été lâchés par leur base électorale, mais il n'y a pas eu de contestation, c'est-à-dire que c'est tellement ouvert, c'est tellement clean, c'est tellement net que celui qui ne dira pas que cette élection a été transparente, juste, je dirais que il a été sévère dans les appréciations, tout simplement. Pour une fois, le Togo, vous savez, nous ne disons pas que tout est rose, non. Mais ce qui a été fait, c'est bon, il faut l'apprécier, il faut l'encourager pour que cela se pérennise. Vous savez, on ne va pas rentrer dans le fond. Là, nous parlons de la forme. Donc, la forme a été très soignée et je pense qu'il va falloir encourager tous les acteurs, le gouvernement, pour que cela puisse se pérenniser et que dorénavant, nous ayons des élections de ce genre transparentes, clair, net, juste, pour que le meilleur alors soit élu. Le meilleur soit élu par le peuple souverain. Ça fait beaucoup d'adjectifs. Non, moi je ne vous conteste pas les adjectifs. Moi je dis, il y a Onokounou en même temps, quand on regarde aussi du côté des observateurs, surtout internationaux, je parle de la CENSAD, je parle de l'Union africaine, en tout cas, tous saluent le bon déroulement de ces élections. Bon, mais écoutez, il y a des observateurs qui disent rendre bientôt leur rapport. Même hier, j'étais sur l'un de vos plateaux ici avec un nombre d'observateurs de la CEDEAO et qui disaient qu'ils vont publier leur rapport et mentionner tous les constats qu'ils ont eu à faire sur le terrain, etc. Bon, quoi qu'il en soit, je crois que nous sommes dans une marche et nous devons prendre conscience que nous devons avoir à cœur de rechercher toujours à parfaire, à corriger, et rien n'est parfait, rien n'est beau. Nous avons vu circuler des images, des vidéos, etc., des urnes où des gens, une seule personne remplissait l'urne avec plusieurs bulletins. Il y a plusieurs choses qui sont relevées. Alors donc, vivement que, en toute conscience, qu'on en prenne acte
et qu'on se dise de corriger tout ce qu'il y a eu comme couac, et qu'à l'avenir de tel couac n'y soit plus. Moi, c'est ce qui me tient à cœur. Et donc, voilà. Mais tout n'a pas été non plus rose. Comme le disait Yao Nukunu, il y a des images, en tout cas les images, il faut les placer aussi dans leur contexte parfois, parce que quand vous filmez quelqu'un qui remet les bulletins dans l'urne à 18h ou à 19h, ça veut dire le dépouillement est déjà fini, il faut remettre les bulletins dans l'urne, donc... c'est pour ça que j'ai dit il faut replacer les vidéos. Vous tapez les images des élections précédentes. Il faut replacer les vidéos dans leur contexte. Maintenant, fondamentalement, il y en a d'autres qui estiment que par endroit, il y a eu beaucoup de fraudes organisées, il y a eu des intimidations exercées sur les membres des bureaux de vote, les délégués des partis politiques. C'est dire que ce n'était pas non plus 100% parfait. Bien évidemment, moi je voudrais... Il revient soit au gouvernement, soit à vous les médias, comme vous le voyez chez France 24, s'il y a des médias, s'il y a des vidéos, des images qui ne sont pas authentiques, d'apporter et de préciser, voilà, de telles images, mais que de donner dans des affirmations. Donc il revenait... Non, moi j'ai pas fait d'affirmation, j'essaie de dire qu'il y a parfois des cas comme ça qui arrivent. Oui. Oui. Moi je voudrais apporter deux ou trois éléments. Le premier élément, c'est-à-dire que quand vous voyez les observations électorales, à la fin, toutes les observations électorales font des recommandations. C'est partout. Pour pouvoir améliorer le processus. Puisque nous sommes dans un processus de recherche de la perfection, véritablement. Donc, toutes les observations, qu'elles soient nationales, vous avez eu le CACIT qui a mobilisé également des observateurs. Vous avez vu le nouveau droit de l'homme également. J'ai rencontré quelques observateurs dans certains centres de vote. Mais ce n'est pas seulement que les observateurs internationaux. Il faut qu'on accorde également une certaine crédibilité aux observateurs nationaux. Parce que c'est eux qui connaissent véritablement les coins et les recoins de notre pays. C'est eux qui travaillent sur le terrain. C'est eux qui connaissent véritablement les populations. Donc, les autorités doivent apporter plus de crédibilité, par exemple, au rapport du CACIT, par exemple, véritablement, pour prendre compte des différentes recommandations qui vont être faites et améliorer le processus. Maintenant, revenons à votre question. Et je pense qu'il faudra apporter une certaine pédagogie aux populations. Vous vous rappelez bien les discussions qui ont conduit à ce que nous ayons cette forme de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, où vous avez les représentants du parti majoritaire, donc le parti au pouvoir, vous avez les représentants de l'opposition parlementaire, vous avez les représentants de l'opposition extra-parlementaire, vous avez les représentants de la société civile, vous avez le représentant de l'administration. Donc c'est fait en sorte que tous les acteurs impliqués dans le processus électoral puissent avoir un œil par rapport au processus. Et vous avez vu un peu comment se figure comment l'appelle-t-on, la CENI. C'est de la même manière que vous allez voir au niveau de la CENI. C'est de la même manière que vous verrez au niveau des bureaux de vote. Quand vous circulez, il y a le président, il y a le rapporteur, il y a même les délégués des partis politiques dans les bureaux de vote. Donc, qu'est-ce qui n'a pas marché? Si je mets ça au conditionnel parce que moi, il ne suffit pas pour moi de voir une image sur les réseaux sociaux et de me dire que ces gens-là, ils ont encore fraudé. Non, je n'ai pas les techniques pour checker, pour voir en réalité, est-ce que c'est une vidéo authentique? Est-ce que les informations qui circulent sont des vraies informations? Je suis scandalé, je suis même écœuré de voir des journalistes de renom, des gens qui ont reçu des prix à l'international, relayer des images comme ça sur leur site, sur leur page Facebook, sur les réseaux sociaux, suivis par plus de 50 000 personnes. Mais ces gens-là doivent être poursuivis parce qu'ils font ce qu'on appelle de la désinformation. Alors, revenons à ce que je disais, c'est-à-dire que quand vous êtes dans une phase comme ça, il appartient aux partis politiques de faire ce qu'on appelle une formation politique aux différents membres qu'ils envoient dans les bureaux de vote. Parce qu'à la fin, ceux qui signent le PV, c'est le président, c'est le rapporteur. Et ce sont ces deux-là qui vont à la CENI de leur localité pour communiquer les résultats séance tenante. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Et tous ceux qui participent à la séance-là, vous avez les représentants de l'opposition qui sont là, vous avez les observateurs qui ont été mobilisés qui sont là, vous avez les représentants du parti politique de l'opposition qui sont là, qui notent également les informations. Donc, on peut mettre ça au conditionnel que, en réalité, peut-être un certain nombre de membres qui ont été dépêchés dans les différentes instances, notamment dans les bureaux de vote, n'ont pas joué pleinement leur rôle. Ils n'ont pas reçu une formation politique pour faire en sorte que les voix qui sont portées sur leurs candidats soient sécurisées. Donc en réalité, les acteurs politiques sont revenus largement là-dessus. Moi, j'invite véritablement humblement tous ceux, que ce soit le parti au pouvoir, que ce soit les partis de l'opposition, la société civile également, qui a apporté un certain nombre de candidatures, que tous ceux qui ont des greffes
à reprocher au processus électoral qui a été effectif le 29 avril, mais qu'il documente les PV et que le moment venu, qu'il saisisse soit la Cour suprême ou le Conseil constitutionnel pour que la vérité des urnes, s'ils estiment qu'ils ont été lésés dans leurs droits, que la vérité des urnes soit restaurée véritablement. Kosiga Akwete, je lis, je vais appeler ça un commentaire, il faut le dire comme ça, il y a quelqu'un qui écrit, parce que la scène se passe à Kara, dans le Dangpen, on constate qu'au petit matin, ils affichent des résultats qui sont totalement différents de ceux que toutes les listes ont obtenus pendant le dépouillement. Et sur le PV, on constate que c'est seulement un militant du parti au pouvoir, d'Unir, qui a signé. Les autres n'ont pas signé. Bon, ce sont ces genres d'arguments que certains opposants, vous en avez écouté certains peut-être sur les médias dans la semaine, prennent pour dire que ces élections sont sorties de leur cadre légal. Oui, vous savez, tantôt j'ai parlé des mauvais perdants. Parfois, sciemment, les gens refusent de signer les PV parce qu'ils ont été battus à plate couture dans leur propre fief. Ça aussi, ce sont des faits qui ont été réels. C'est des méthodes, des mauvais perdants, surtout des gens de l'opposition, qui ont toujours à cœur que ce ne sont que eux qui doivent gagner. Qu'ils vous souviennent que dans ce pays, il y a des zones, des milieux dans lesquels l'UNIR n'avait pas alors réussi à avoir des candidats. Mais ce n'est pas pour autant UNIR ou les représentants d'UNIR refusaient de signer les PV. Ils signaient. Vous savez, l'élection présidentielle de 2020 n'a pas permis aux gens de tirer le son. Quand on a donné 20% à la DMK ou au MPDD et 4% à l'ANC, les gens étaient dans les commentaires que voilà, c'était des pourcentages qui ont été attribués aux deux formations. Aujourd'hui, avec ces élections législatives, voilà, nous avons vu que les gens n'ont pas su tirer profit de ces résultats-là pour travailler conséquemment. Ensuite, si UNIR a pu alors réussir à faire beaucoup de scores, même dans les fiefs des partis de l'opposition traditionnelle, c'est parce qu'ils ont pris ces élections-là très au sérieux et il y a un travail qui a été fait de longue haleine. Ce n'est pas aujourd'hui. Ce résultat ne date pas des travaux de 2 semaines ou de la campagne de 2 semaines, pas du tout. Vous savez, les gens se sont mis au travail il y a longtemps. Prenez tout le Togo. Il y a un maillage que UNIR a déployé dans tous les recoins du Togo et qui apporte une approche de solution aux gens au quotidien. Tandis que les autres élus disparaissent. Il y a l'UNIR qui travaille sur le terrain. Moi, je dis, on peut être des adversaires, mais si ton adversaire fait quelque chose de bien, il faut copier. Il faut copier ce qui est bien qu'il fait, il faut le copier pour le pratiquer. On n'est pas un élu, on n'est pas un mandat du peuple pour disparaître. Non, il faut être avec le peuple. Il faut apprendre. C'est comme ça les gens disent unir, personne ne veut unir, mais unir a mis en place une machine qui a réussi alors à faire un maillage de tout le Togo et a sorti alors des résultats que nous tous nous apprécions aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que demain ce sera encore la même chose. Mais aujourd'hui, voilà, la victoire est du côté de UNIR, que humblement ceux qui font semblant ou ceux qui ne veulent pas signer les PV ne serait-ce que pour jeter du discrédit sur le scrutin ou sur UNIR. Moi je dis qu'ils perdent leur temps. Si tant est qu'ils ne se reconnaissent pas dans ces résultats-là, alors qu'ils portent plainte, qu'ils fassent des recours près la Cour suprême ou la Cour constitutionnelle. Elle va aviser. D'accord. On a noté aussi le 29 avril un faible engouement, surtout dans la partie sud. D'ailleurs, la Commission électorale nationale indépendante a réfuté cela en disant que c'est parce qu'elle a démultiplié les bureaux de vote, mais visiblement, certains ont circulé dans beaucoup d'endroits. Vous arrivez devant certains bureaux de vote qui étaient censés contenir 350 électeurs. Vous rentrez carrément, il n'y avait personne presque. Ben, écoutez, monsieur Samuel, moi, c'est en toute impartialité que je me prononce parce que
je ne peux jamais affirmer que tout a été parfait et que tout s'est déroulé, parce que même dans le numéro que la CENI a mis à disposition, le 10, même avec ça, quand vous rentrez, vous êtes dans un flou, parce que on vous annonce que vous êtes dans tel vous votez dans ici, tel centre, sans vous préciser, et la localité. Quand vous allez sur Google, vous ne trouvez même pas. C'est-à-dire, vous avez des difficultés. Ça, c'est une expérience personnelle dont je parle. Je ne rapporte pas les paroles de quelqu'un. C'est que j'ai vécu, je le dis. Alors donc, ça n'engage que moi, ce que j'ai vécu. Ça, c'est d'un. De deux, par rapport à l'engouement dans certains milieux, je crois que cela relève également aussi de cette incohérence, inconstance de l'opposition, où il y a certains qui appellent à ne pas participer aux élections, et d'autres, et également, bon, il y a tout cela. Mais aussi, M. Samuel, il faut aussi noter que l'histoire de notre pays a fait que beaucoup de citoyens ont perdu confiance en la crédibilité des élections. Il y a des élections qui se sont produites dans des conditions. Il y en a même dans notre pays, il y en a même des présidents de CENI qui ont refusé de proclamer des résultats d'élections, etc. Alors donc, il y a tellement, donc il ne faut pas perdre de vue. Alors si aujourd'hui, il incombe la responsabilité au gouvernement de poser, de faire le nécessaire pour rassurer les citoyens, par rapport à la nature des élections et qui continue par se tenir. Ce n'est pas une question d'affirmation pour faire figuration, mais dans la réalité, il faut tenir compte parce que si moi, je parle ici, je ne suis pas seul des Togolais. Il faut tenir compte des autres Togolais, leur appréciation également. Alors donc, moi, je ne parle pas pour faire du verbiage, non, moi je suis réaliste et je dis les choses parce que ça me tient en cœur que nous faisons des choses de façon bien. Alors donc, maintenant, encore pour chuter et dire que, sincèrement, et il faudrait que de la manière dont le Parti uni, c'est vrai, il faut reconnaître au Parti uni que assez souvent il a toujours été présent sur les terrains, etc. Mais de la même manière, le Parti uni a la possibilité de faire le maillage du territoire. Il faut qu'il laisse la possibilité également aux autres formations politiques, afin que nous n'entendons plus des formations politiques se plaindre de ce qu'ils voudraient mener telle action, qu'on les empêche d'avoir accès dans telle localité, qu'ils voulaient faire ceci, qu'on les empêche. Nous sommes tous des Togolais. Et l'esprit d'acceptation mutuelle doit être ce qui doit nous guider, non pas le stylisme, oui, non pas l'hypocrisie, ou non pas des manœuvres qui bloquent, non, nous sommes tous des Togolais, le Togo a besoin de nous tous. Alors dans ce sens-là, la responsabilité incombe au gouvernement de poser des actes, de donner d'ouverture, de faire tout ce qu'il faut pour qu'il y ait cette liberté dans la pluralité, de manière à ce que tout parti politique puisse sillonner, faire le maillage du territoire tranquillement, aller vers les populations et partager leur opinion politique, etc. Alors donc vivement, c'est mon souhait. Moi, en tant que société civile, en toute impartialité, c'est l'appel, c'est les interpellations. Samir, sur l'engouement, qu'est-ce que vous avez noté? Non, moi je voudrais mettre en exergue 2 ou 3 éléments. Le premier, c'est que quand vous regardez un peu la trajectoire de l'évolution du monde, quand vous prenez les grandes démocraties, vous avez vu la France, lorsque Emmanuel Macron a été réélu, vous avez vu le nombre de personnes ou le nombre de Français qui sont déplacés aux urnes. Les gens n'ont plus confiance aux élections. Ça, c'est un fait. Ce n'est même pas propre au Togo. C'est global. Même les plus grandes démocraties. Quand vous allez aux États-Unis, c'est pareil. Le nombre de personnes à se déplacer, vous imaginez, eux, ils ont un taux d'alphabétisation élevé. Vous avez des citoyens qui sont éclairés. Et vous imaginez ces citoyens qui ne se déplacent pas. Et regardez chez nous ici. Dès qu'ils entendent qu'un acteur politique leur dit, mais n'allez pas, hein, ils ne vont pas aller véritablement. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que quand vous regardez un peu la figuration ou la configuration ou l'architecture de nos partis politiques, ben, quand vous regardez un peu, donnez-moi, quel est le nombre de partis politiques qui arrivent à avoir à son sein le maillage de la représentativité de notre pays. C'est-à-dire que quand vous prenez un parti politique, vous verrez les gens de Dapon, vous verrez les gens de Sokodé, vous verrez les gens de comment l'appelle-t-on, de Tchévier, vous verrez les gens de Barou, vous verrez les gens de Tandjouaré. Ils sont peu. C'est-à-dire que vous avez quelque chose qu'on peut reprocher dans ce lot-là, il y a le parti uni.
C'est-à-dire, les cadres que vous avez voir un peu partout et tout ça là. Ils ont les moyens. Vous avez également, mais il y a certains partis politiques de l'opposition également qui arrivent également. Vous avez mais attendez que je finisse. Il y a certains partis politiques de l'opposition également, même s'ils sont peu, à également s'assurer qu'il y a en leur sein le maillage donc du territoire. Donc, quand vous avez une configuration comme ça, dites-moi, comment est-ce que vous pensez que les gens là ne pourront pas mobiliser la population? Au moment où vous êtes en train d'appeler les gens à ne pas aller voter, eux ils sont sur le terrain. Si vous appelez vos partisans, ceux qui ont fait les cartes d'électeurs pour aller vous voter, vous les appelez à ne pas sortir, ou vous posez des actes qui montrent à ces acteurs-là, à ces électeurs-là que, nos leaders, la manière dont ils se comportent, ça veut dire qu'eux-mêmes, ils n'ont plus confiance au processus. À quoi bon de nous déplacer? Donc eux, s'ils arrivent à se déplacer... Pour 2024, il y a peut-être un ou deux partis qui ont appelé au boycott. C'est pas même des partis majeurs. Non, même pas le boycott, même le jour du scrutin. Vous avez écouté certains acteurs politiques, je ne veux pas appeler de nom. Ils ont déjà même commencé par parler de fraude, par parler de bourrage, qu'ils ont déjà des informations comme quoi. Vous imaginez un peu. Moi, je voudrais dire une chose. Je vais chuter par là. C'est-à-dire qu'il n'y a que deux moyens pour les citoyens de pouvoir participer à la gestion des affaires publiques. Le vote. C'est-à-dire que le vote est un droit constitutionnel. C'est d'abord un droit et en même temps un devoir. C'est-à-dire que c'est votre manière à vous de pouvoir avoir de l'influence sur le choix de vos dirigeants. Quel que soit ce qu'on peut reprocher dans notre pays, il nous appartient à nous en tant que population, en tant qu'électeurs, de pouvoir choisir. Parce que en choisissant, en continuant par choisir, quoi qu'on peut dire que le processus a quelques défaillances, vous finirez à avoir gain de cause. Le deuxième élément, c'est que soit vous êtes en un groupe organisé, vous exercez ce qu'on appelle le contrôle citoyen de l'action publique au niveau local et tout ça là. Mais si vous-même, vous résignez, votre droit qui a été consacré constitutionnellement, j'ai entendu certains de nos concitoyens qu'on vote ou pas, c'est la même chose. Ouais. Qu'on aille voter ou pas, c'est la même chose. Mais si vous continuez à dire que les choses ne marchent pas, on vous donne l'opportunité d'aller exprimer votre voix, d'aller choisir vos dirigeants. Mais vous ne sortez pas, vous laissez. Maintenant, ceux qui vont sortir là, vous pensez que c'est avec leur participation que les choses vont changer? D'accord. À Kosiga Nkwete, vous avez noté aussi que l'engouement n'était pas au rendez-vous dans certaines parties, je veux dire. Vous savez, c'est dans la partie méridionale et c'est aussi le fief des partis politiques des partis politiques de l'opposition traditionnelle. N'oubliez pas, ce découragement est aussi issu de la non-participation des partis politiques de l'opposition aux élections législatives de 2018. Après avoir chauffé le peuple à blanc, ils ont tous fait la politique de la chaise vide. Ce qui, alors, a mis peut-être une mauvaise volonté, une torpeur à beaucoup de personnes dans la partie méridionale. Mais si vous prenez les autres parties du Togo, le taux de participation n'est pas... on écoute 97%, voilà, 96% alors, et autres. Voilà, c'est aussi une manière de dire... Qu'est-ce qu'ils ont compris là-bas pour participer autant et que les autres ne comprennent pas? C'est-à-dire que depuis là-bas, tous ceux qui animaient la vie politique dans ces milieux-là sont toujours dans la constance. Ils sont toujours dans la constance, ils éduquent leur population, ils leur demandent toujours d'aller voter pour alors placer des gens au Parlement au lieu de la politique, voilà, pour que le pays puisse marcher. Dans la partie méridionale, on leur dit non, ne votez pas, le train va faire un retour. Depuis 2018, le train n'a pas fait de retour. Il y a eu 2 ou 3 élections. Alors, il faudrait que les acteurs politiques de la partie méridionale puissent prendre conscience et se dire que il va falloir qu'on se mette vraiment au travail. Et cela passe aussi par le rajeunissement de leur parti politique. Le temps des présidents fondateurs est passé. Il faut reconnaître ça. Moi, je dis, aujourd'hui, ceux qui soutiennent UNIR, ceux qui ont travaillé dans les localités où il y a une représentativité du parti UNIR, ont tous sorti alors leur soutien pour aller voter. Maintenant, s'il y a eu des gens qui n'ont pas pu alors passer à l'acte, qui n'ont pas été votés, c'est parce que ils ont été peut-être ils ont trop écouté, alors allez-y, n'allez pas, faites les cartes, ne faites pas les cartes et tout. Moi, je dis, en tout temps, si même au parti méridional, les gens sont partis alors faire les cartes d'électeurs, c'est dû au novici, au programme novici du gouvernement. Ah oui, sinon, avant, vous savez, depuis
depuis que le train de 2018 n'a pas fait un retour, là, il y a beaucoup de personnes qui ne pensent même pas se faire établir une carte d'électeur. Donc moi j'ai dit, comme l'a dit mon co-panéliste, voilà, il faudrait que les gens alors du parti méridional puissent alors informer, apporter la juste information aux populations que si jamais ils ne font pas la politique va le faire. On va faire la politique. Il y a un autre fait marquant. Je pense que peut-être que si vous voulez, on peut aborder, parce qu'on a remarqué que les élections législatives ont fait de l'ombre aux élections régionales véritablement. Oui, ça, on en avait parlé dans les jours passés. Oui. Ensuite, il n'y a pas eu beaucoup de débats, de discussions autour des enjeux des régionales. Je voudrais dire quelque chose en réponse à une des remarques de M. Eklou. Ce n'est pas seulement le parti politique qui empêche, le parti au pouvoir qui empêche d'autres partis politiques d'aller sur le terrain. Moi, je suis natif de Yoto. Je sais ce que c'est. Dans certaines années passées, on ne pouvait pas amener quelque chose d'unir à Couvé, par exemple. Alors, se le renvoyer, voire battu même. Alors ça veut dire que c'est réciproque. Ce n'est pas l'apanage du parti au pouvoir. Ça dépend de celui que le milieu supporte. Et ça, là, ça doit être un travail que doivent faire les acteurs politiques pour pouvoir s'accepter dans leur milieu. Oui, mais en même temps, je pense que ce qu'il dit, c'est les interdictions de manifestations du gouvernement. Ce n'est pas le gouvernement parfois. Vous savez, on peut avoir un parti politique local qui fait ses activités. Quand les partis demandent à manifester, qu'on leur oppose, mais il faut tenir aussi compte de certains de non-recevoir. Et au même moment, on autorise le parti au pouvoir à organiser des manifestations. Il faut aussi tenir compte des milieux. Aujourd'hui, nous sommes... il y a beaucoup de phénomènes qui, parfois, font que le gouvernement peut accepter comme manifestation. Personne n'avait demandé à manifester, par exemple, dans l'extrême nord, en même temps. Le deuxième sujet du Togo dont nous allons parler, toujours dans le cadre de ces élections, c'est justement cette débâcle. Le mot n'est certainement pas très fort pour qualifier ce qui s'est passé. Débâcle des partis parlementaires, nouvel engagement togolais, Parti démocratique panafricain, mouvement républicain centriste, et j'en passe, union des forces de changement. En tout cas, quand on tient compte des tendances qui ont été communiquées jusqu'à présent, aucun de ces partis n'a encore obtenu un seul député. Yahweh Klonokounou, qu'est-ce qui n'a pas marché? Monsieur Samuel, ce n'est pas une question de qu'est-ce qui n'a pas marché. C'est plutôt une question de... Ces élections ont été d'une importance capitale pour le parti uni, pour le parti au pouvoir, qui ne s'est pas lancé dans ces élections avec complaisance du tout. Donc, ces élections législatives et régionales représentent quelque chose pour le parti uni et donc, du coup, n'est pas prêt à aucune complaisance du tout. Alors donc, c'est pourquoi le parti uni a été vraiment exigeant et transigeant sur l'expression du choix des citoyens pour ne pas faire de concessions, etc. Parce qu'on peut estimer qu'en 2018, éventuellement, il y a eu des concessions, mais les enjeux de ces élections-là font que, vraiment, bon... Quels sont-ils, ces enjeux? Oui, mais d'abord, n'oubliez pas qu'actuellement, nous sommes dans une phase de changement de constitution. Ça, c'est à qui? De changement de régime politique. Oui, de changement de constitution. Et carrément où dorénavant le suffrage universel direct ne serait plus possible pour le président et pour le président de la République. Alors donc il y a des enjeux qui changent. Alors donc du coup il faut comprendre que nous sommes comme dans une nouvelle ère. Alors donc, pour cela, le Parti uni ne veut pas lésiner du tout, ne veut pas faire de concessions. Alors donc, c'est comme une question de que chacun prenne ses responsabilités. Alors si vous arrivez à séduire au maximum les populations et qui vous plébiscitent, tant mieux, on vous le reconnaîtra. Mais si vous n'y arrivez pas, alors donc, tant pis. Donc, moi je pense dans mon analyse que c'est ce qu'il y a eu. Le Parti uni n'a pas vraiment pris par complaisance ces élections-là et est resté vraiment ferme dans ces... Il n'a pas voulu de concessions, de favoritisme, etc. Non, donc... C'est vrai qu'on parle de cette opposition parlementaire, mais c'est toute l'opposition en général qui a une débâcle absolue. Mais surtout cette opposition parlementaire qui
comparé aux autres, avait un peu plus de moyens, pouvait être plus présent sur le terrain. C'est la question. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je pense qu'on peut envisager 3 explications. La première explication, si j'ai bonne mémoire, je peux me tromper aussi. Si vous vous rappelez bien, lors des élections législatives de 2018, le parti au pouvoir Union pour la République a fait des concessions, c'est-à-dire que le parti ne s'est pas présenté dans un certain nombre de circonscriptions. Donc ça a donné plus de chance à certains candidats de l'opposition beaucoup plus modérés à l'époque. Ils se considéraient de ce bord-là, de se voir élire dans ces circonscriptions-là. Et à la fin, nous avons vu ce que ça a donné. Le deuxième élément, c'est que quand vous prenez un peu le rôle d'un député à l'Assemblée nationale, les rôles, je peux le dire ainsi, fondamentaux d'un député à l'Assemblée nationale, c'est d'abord de voter la loi et ensuite de procéder à ce qu'on appelle le contrôle de l'action gouvernementale. Sauf que, quoi qu'on peut dire, qu'on peut reprocher à cette opposition parlementaire de s'être comment l'appelle-t-on, coalisée avec le parti au pouvoir, ils n'ont pas su profiter de cela. C'est-à-dire, ils n'ont pas su faire passer un certain nombre de lois qui pouvaient améliorer les conditions des conditions de vie des populations à la base. À quoi leur a servi de pouvoir coaliser avec le parti au pouvoir si eux, à l'époque, ils pouvaient soutenir le parti au pouvoir pour faire passer un certain nombre de lois et en retour, ils n'étaient pas en mesure, capables véritablement d'aller faire la cour aux députés du parti au pouvoir pour essayer de faire passer un certain nombre de tests législatifs afin que, cela rentre dans leur actif. Le deuxième élément, c'est quand vous regardez un peu les interpellations qui ont été faites par rapport à un certain nombre de ministres au niveau de cette 5e législature, quand vous regardez ce qu'il a fallu que la presse sorte et dise quelque chose, il a fallu que certains acteurs de la société civile interpellent un certain nombre de choses avant que les députés, dans une certaine ronde, essaient d'introduire cela. Et même souvent, c'est même les députés de la majorité parlementaire, c'est-à-dire du parti au pouvoir, qui essayaient donc d'exercer également ce rôle-là en interpellant un certain nombre de ministres. Donc, si vous prenez un peu le bilan de ces députés-là qui ont siégé pendant 5 ans à l'Assemblée nationale, à part distribuer les casques à un certain moment, à part aller ouvrir certains forages, ce n'est pas le rôle d'un député, ça. Il faut qu'on le dise clairement. Ce n'est pas le rôle de député d'aller réaliser les œuvres sociales. De temps en temps, il peut le faire. C'est facultatif. S'il ne le fait pas, personne ne viendra lui dire pourquoi tu n'as pas fait ceci, pourquoi tu n'as pas fait cela. Parce que l'exécution d'un certain nombre de programmes de politique publique appartiennent à l'exécutif. Alors que l'exécutif est incarné par le gouvernement en place. C'est le gouvernement de pouvoir le faire. Attendez que j'aille au bout de mon raisonnement. Donc ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément, concernant l'opposition qui n'était pas à l'Assemblée nationale. Mais quand vous vous absentez, quand vous avez une femme, que vous laissez la femme, quand vous vous absentez pendant un certain nombre de temps, quand vous revenez, vous pensez que la femme viendra vers vous? Elle va changer de camp véritablement. C'est ce qui se passe véritablement. C'est ce qui explique en fait que cette opposition qui a manqué qui a marqué de son absence lors de la législature précédente, est allée cogner le mur véritablement. Et on se retrouve dans cette situation. Je veux juste préciser à M. Sama que le député est un acteur politique. Et il est élu par les populations. Et au-delà de ses prérogatives au niveau du Parlement, c'est une obligation pour le député en tant qu'acteur politique de toujours séduire les populations qui l'ont publicité. Alors donc, je parle de constitutionnellement. Moi, je parle sur le plan juridique. Je ne suis pas un acteur politique. Moi, je parle sur le plan juridique. D'accord. Je parle sur le plan juridique véritablement. Le gouvernement manque de cette prérogative, de ces responsabilités, et que l'acteur politique de toute façon n'a rien du tout. Un forage par-ci, des casques par-là, c'est toujours bien pour la population. Merci beaucoup. Voilà. Comme si quand c'est une débâcle de l'opposition parlementaire. Aucun de jusque-là, en tout cas pour les tendances qu'on a, sous réserve des résultats provisoires et des résultats définitifs, aucun d'eux ne sera dans le prochain Parlement. Si les tendances se confirment, bien sûr. Comment est-ce qu'on explique cela? Est-ce que c'est parce que ceux qui sont sortis voter le 29 n'ont pas vu en cette opposition parlementaire des acteurs crédibles? Non, vous savez, je vais prendre 2 éléments pour expliquer mon argumentaire. Le premier, c'est parce que
eux-mêmes n'ont pas su jouer le rôle. C'est parce qu'ils ont pris la place de ceux qui n'étaient pas aux élections passées. Il y a même quelqu'un d'entre eux qui a dit quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Justement, quelqu'un a laissé, quelqu'un a pris. Et au lieu de travailler en faveur du grand nombre, de l'intérêt général, d'autres ne savaient même pas le rôle qu'il fallait jouer. Tantôt, ils se positionnaient du côté de la majorité présidentielle, tantôt ils faisaient peut-être leur blim-blim sur les réseaux sociaux et tout, et donc ils ont laissé le travail du terrain. C'est vrai que d'autres parmi eux ont su construire des forages, d'autres ont soutenu peut-être des centres de santé et des écoles, mais cela n'a pas suffi à convaincre le grand nombre. Il faut aussi dire qu'ils ont manqué à faire un travail d'abord dans leur propre parti politique, celui de s'étendre, celui de faire la cour à beaucoup de militants sur le terrain. Ils n'ont pas cherché à grossir leur rang. On ne va pas aux élections en comptant sur les militants d'un autre parti politique. Non, on compte d'abord sur ses propres militants. Plus un parti politique a beaucoup de militants dans tous les coins, il peut alors attendre à avoir des voix conséquentes. Mais si vous comptez sur peut-être des votes dans l'imaginaire, vous serez surpris dans les urnes. Et cela a trompé aussi les partis politiques de l'opposition traditionnelle. Ils avaient alors les mêmes intentions de 1990, parce qu'il suffirait de citer leur nom dans un milieu où tout le monde alors se reconnaissait alors membre de ce parti. Nous sommes en 2024, alors ce courant est parti, il y a une nouvelle génération, ils n'ont pas cherché à faire la cour à cette génération, alors les membres fondateurs sont restés comme tels, il n'y a pas eu une ouverture. Or, quand on prend le parti uni a fait beaucoup de mues. Il y a eu beaucoup de changements de génération, et les choix des candidats de uni répondaient alors à des besoins sur le terrain. N'est pas candidat d'uni qui veut. Non, chaque candidat émanait alors d'un village et alors répondait à un besoin du village. Ils n'ont pas su faire les choix. Alors, aujourd'hui, moi, je crois que, tel que l'a dit M. Ekoulou, UNIR a pris cette élection au sérieux, très au sérieux, tout en sachant qu'il y a changement de constitution. Le Parlement est devenu, le régime est devenu parlementaire, donc le député a beaucoup de responsabilités. Vous allez constater que dans les rangs d'UNIR, il y a beaucoup de cadres, il y a même d'anciens premiers ministres qui ont mouillé le maillot pour le parti. Tous sont descendus sur le terrain. Malheureusement, pour les partis que vous appelez parlementaires ou de l'opposition traditionnelle, ils sont allés dormir comptant sur leur nom, comptant sur leur logo. C'est pourquoi d'ailleurs vous allez constater que dans leur propre fief, ils ont été battus à plate couture. Correctement. Alors, qu'est-ce qui n'a pas pu marcher? Ce qui n'a pas pu marcher, c'est parce qu'eux-mêmes ils ont dormi leur laurier. Aujourd'hui, il ne suffirait plus alors de parler de Détia, de parler de quelque chose. Non. Les gens étudient les projets de société, les gens voient ceux avec qui ils peuvent aller loin. C'est aussi ça la réalité. En même temps, quand on regardait, on observait un peu, en tout cas les sorties médiatiques et autres, quand vous prenez le nouvel engagement togolais de Jerry Tama, on le disait sur une bonne lancée. Quand vous prenez Innocent Kagbara du PDP, qui donnait l'impression d'être sur une bonne lancée, Sénat Lépuis de l'Union des forces de changement, qui donnait l'impression... Bon, finalement, tout ça pour rien. Oui, monsieur Samuel, je crois vivement que si tous ces acteurs pouvaient suivre cette émission et qui pouvaient vraiment écouter le développement de monsieur Kossigan tout à l'heure, ça leur serait vraiment utile. Très, très utile. Parce que il leur a donné des conseils utiles qui doivent leur permettre de prendre conscience et de savoir comment se redéfinir. Il leur a tout dit, il leur a donné même la clé. Parce que, vous savez, la politique, c'est vrai que la communication est très importante, il faut savoir séduire, mais au-delà de la communication, la communication ne doit pas être une communication, mais ça doit être stratégique, ça doit être vraiment ponctuel. Parce que, bon, on a beaucoup attendu tous ces acteurs. Il y en a même d'autres qui ont cru et fait les yeux doux au parti au pouvoir.
Il y en a qui ont cru et défendre bec et clonk le parti au pouvoir, et donc en espérant que qu'ils obtiennent faveur, mais non, ils ne comprennent pas que le parti au pouvoir c'est comme un taureau, donc il regarde ses intérêts à un moment quand il a besoin de toi. Bon oui, mais si à un moment il n'est pas bon, tu peux pas t'agiter, bon soit ils vont lui trouver autre chose ailleurs, mais là pour eux, ça là, ces élections constituent un enjeu pour le parti au pouvoir. Alors donc vivement qu'ils retiennent le conseil, parce que même, vous imaginez que même dans le Grand Lomé, dans Bain, mais les voix unies engagent des voix, parce que quand vous voyez les scores, et même dans les centres Bain, etc., unis engagent des voix. Alors donc vivement que cette intervention de M. Kosigan, qu'ils laissent tomber, qu'ils se dépouillent de leur ego, de leur vanité, de leur orgueil, et prennent vraiment au sérieux ces conseils-là que M. Kosigan dit, mais également la responsabilité incombe au gouvernement de laisser le champ libre à toutes les formations politiques de circuler librement tout le territoire national. De la même manière où aujourd'hui, tel que l'a dit M. Kosigan, UNI qui était empêché, peut-être qui était empêché dans certaines localités, aujourd'hui il y a la liberté pour UNI de sillonner tous les coins du territoire. Il faut aussi laisser les formations politiques sillonner tous les territoires. Il faut que cela remonte au préfet, de manière à ce que quand les formations politiques arrivent, veulent faire tenir leurs actions dans un confin du territoire, qu'ils ne soient pas empêchés. Voilà. Samir Ourossama, c'est peut-être la dernière question qu'on pose parce qu'il nous reste juste 2 minutes. Au regard de ce qui se dessine, est-ce qu'il faut dire que la notion de fief est finie maintenant? Absolument. Et moi, je suis attristé véritablement. J'aurais aimé voir un certain nombre de formations politiques de l'opposition à l'Assemblée nationale. Vous savez, lorsque vous avez à l'hémicycle au moins une certaine représentativité de l'opposition, il y a véritablement un débat contradictoire. Ça enrichit l'institution même et ça contribue à renforcer l'état des droits et de la démocratie. Mais quand vous avez une Assemblée nationale, du moins aujourd'hui nous aurons un Parlement composé de 2 chambres, le Sénat et l'Assemblée nationale, ils formeront de temps en temps ce qu'on peut appeler le Congrès. Et quand vous avez au moins dans ces 2 chambres là une situation monocolore, c'est-à-dire une représentation monocolore d'un seul parti, je pense que cela ne contribue pas donc à renforcer l'état de droit et la démocratie. Même unir, ça ne l'avantage pas à ce qu'il soit seul au niveau de l'Assemblée nationale. Mais comme on le dit, la démocratie c'est l'expression de la majorité du peuple. Et actuellement la majorité l'a emporté. Je pense que l'opposition doit apprendre de ses erreurs. Le PDP à un moment donné s'est confondu au parti au pouvoir. Son président à un moment donné, moi je le prenais comme un porte-parole de unir par rapport à un certain nombre de propos qu'il a tenus, alors qu'on l'attendait véritablement à nous dire véritablement en quoi cette réforme-là pourra être avantageuse, non seulement pour la population, mais quels sont ce que l'opposition peut tirer de ce changement de régime parlementaire en quelque sorte. Le PDP, le net, je pense que Jerry Tama a fait ce qu'il fallait véritablement, même s'il a manqué, il lui a manqué de si près quelques voix pour pouvoir renouveler son mandat donc à l'Assemblée nationale. Je pense que lui aussi à la dernière minute, il s'est mis dans une turpitude totale. À un moment donné, je pense qu'il a perdu de crédibilité par rapport à un certain nombre de propos qu'il a tenus. Donc l'opposition dans sa globalité devra tirer un certain nombre de leçons. Vous savez, lorsque vous participez à un examen, que vous échouez, vous devez faire profil bas, voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, pour que vous ne répétez pas les mêmes erreurs à l'avenir. Et je pense que l'opposition doit pouvoir retenir que la population est fatiguée. La population est fatiguée des mêmes propos, comme quoi on nous a volé les élections, il y a eu les fraudes, il y a eu les bourrages et tout ça là. On sent que la population est dépassée par cette situation. Et on devra évoluer à plus d'avenir pour que nous ayons un pays prospère, développé, où comme on le dit, la libre expression est assurée. Comme on le dit, lorsque vous avez raté, il ne faut pas rater la leçon. Tout à fait. Samir Ourossama, merci beaucoup. Ce fut un plaisir. Je ne sais pas s'il y a encore quelque chose. Non, c'est fini. Kosigan Akwete, merci. C'est ça, mais que l'opposition puisse tirer toutes les leçons, mais le temps est parti. Je crois que l'UNIR doit démontrer à la population que merci beaucoup. Il est prêt pour servir la nation. Merci à vous et à tous les panels. D'accord. Et merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve le samedi prochain.